Troisième question posée au panel des acteurs et actrices de la pensée critique au REC de Toulouse de 2022. Quel est le principal défaut que la communauté sceptique, si elle existe, doit corriger urgemment aujourd'hui? En dehors de ces petites guéguerres intestines, mais qui sont jamais qu'un épisode du récit feuilletonnant qu'est la zététique, hein, parce que bon voilà, c'est depuis les années 90 que c'est Santa Barbara, tout ça. Le plus gros défaut, ça reste cette apparente pédance, cet apparent orgueil dont le zététicien ne se rend pas compte, ou le sceptique en général, on ne va pas dire juge les zététiciens, mais ne se rend pas compte quand il amène son savoir à quelqu'un qui ne sait pas. Et je mets bien des guillemets à tout ça parce que c'est voilà. Alors, en plus, dans les sciences, on a des preuves formelles accablantes sur le fait que la démarche qu'on va avoir envers quelqu'un qui ne sait pas une chose, ben, elle doit être très délicate, précise, etc. Tous les travaux sur la métacognition, enfin bon voilà. Et malgré ça, on a du mal à l'intégrer. Il y a encore un laisser-aller très très fort chez les sceptiques. Moi-même, hein, ça m'arrive plein de fois. Parfois, je suis pédant, orgueilleux, je m'en rends pas compte. Mais ça serait bien qu'on travaille plus là-dessus, je pense. Je dirais que le plus gros problème, c'est un énorme effet de Dunning-Kruger où, à partir du moment où on devient sceptique, on se colle une étiquette. Et à partir de là, on se permet de juger beaucoup les positions des gens, de faire beaucoup d'être très snob en fait par rapport aux croyances. Faut pas oublier qu'on a tous été croyants en quelque chose, on l'est sûrement tous en quelque chose encore. Et faut essayer de rester un peu humble par rapport à sa position en tant que sceptique. Parce que on dit toujours faut l'appliquer à soi-même, mais entre la théorie et la pratique, très souvent, y a un monde. La communauté sceptique, elle est très éparse aujourd'hui et elle a des experts qui ont des niveaux d'information très spécifiques. Je pense qu'il manque des connaissances communes de base et en termes d'information, je pense que il serait vraiment important que des champs comme la parapsychologie, qui est du côté peut-être des pseudosciences, mais la recherche la discipline scientifique la plus aboutie pour essayer d'aborder les mêmes sujets du paranormal, des médecines parallèles, etc., soit mieux compris, mieux intégré aussi par les sceptiques. J'aime pas pointer systématiquement les défauts de manière trop violente, mais je pense que c'est important d'avoir un esprit critique, de regarder quand même quels défauts on a. Je pense qu'il y a une apparence d'arrogance ou de prétention qui arrive très systématiquement, c'est sans doute ce qui revient le plus souvent. Pour y pallier, je pense qu'il faut peut-être admettre davantage que la population ait un droit de regard sur des contenus, y compris scientifiques. Mais il faut faire attention à pas toujours à pointer les faiblesses de cette approche, parce que évidemment, si tout le monde commence à regarder des papiers scientifiques en 24 heures et en s'imaginant qu'en 24 heures, il va faire mieux qu'une personne qui a étudié la chose pendant 15 ans, ça va être problématique. Mais c'est pas parce qu'une personne a étudié quelque chose pendant 15 ans qu'une personne qui a regardé pendant 24 heures sa publication ne peut pas y trouver une faille. Donc je pense qu'il faut peut-être être davantage... ne pas tomber dans le biais d'autorité qu'on critique parfois chez l'autre et qu'on risque parfois d'avoir soi-même. Donc je pense que c'est peut-être pas un défaut qui est homogène pour le coup, chaque acteur de la communauté sceptique va avoir ses propres défauts à mon humble avis. Après, je pense qu'on doit essayer d'être ouvert à la remise en question. Peut-être que c'est vrai que parfois on peut adopter des postures dogmatiques sur certains sujets où on va avoir du coup une posture condescendante parce que on va se sentir gardien du savoir sur tel ou tel sujet parce qu'on a la méthode nous. Bon, peut-être que je sais pas, mettre un peu d'eau dans notre vin et plus de pédagogie, je sais pas comment on pourrait faire ça. Plus d'humilité. Exactement, peut-être plus d'humilité, je sais pas trop comment faire ça, parce que c'est vrai qu'à partir du moment, j'ai l'impression actuellement, où on remet en question les croyances des gens et où on va montrer qu'on a des connaissances sur un sujet, finalement on va tout de suite cataloguer de méprisant, de condescendant, c'est un peu compliqué d'arriver à se sortir de cette image. J'ai remarqué, quand je parle avec quelqu'un qui est de la communauté sceptique, moi qui suis, je veux dire, au bas de l'échelle, pas au bas de l'échelle, mais au début de la route qui mène vers l'éclaircissement de la pensée sceptique, c'est que chaque fois que je pose une question, on me dit « Ah ouais, t'es déjà avec... on va cocher les petites cases qui montrent que t'as tous les défauts du mec qui pense mal. »
Et c'est dommage, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on m'accompagne vers l'esprit critique, et non pas qu'on me dise, voilà, t'es pas de notre monde, entre guillemets. Et ça, je pense que c'est le principal défaut. Je sais pas si c'est un défaut, mais je pense qu'en fait, type sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, en fait, c'est des trucs assez froids comme outil. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup de choses qui peuvent être dites heurtent directement les gens, et peut-être que c'est vraiment c'est une réflexion que j'ai comme ça, mais peut-être qu'un point d'amélioration serait peut-être davantage d'amener les gens à poser davantage de questions un peu ouvertes aux gens pour les amener à s'interroger sur leurs propres connaissances, etc., du type comme dans les entretiens épistémiques, quoi, plutôt que de dire c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, même si encore une fois franchement c'est bien aussi de rétablir des vérités, mais si l'idée est d'essaimer au maximum et d'essayer d'amener le maximum de gens à se poser des questions, moi je suis vraiment dans ce questionnement là aussi, c'est-à-dire que je fais du fact-checking, c'est pas ça qui touche le plus les gens. De leur dire c'est faux, etc. Donc en fait, je suis dans cette réflexion-là aussi, et donc je me demande si une des choses à améliorer, c'est pas une forme de communication peut-être un peu plus ouverte, un peu plus chouette, un peu plus peace. Je pense que le principal défaut, c'est peut-être la pluralité des sujets. Il y a beaucoup de sujets qui reviennent souvent, d'autres moins. Et ça dit quelque chose, je pense, de nos intérêts et encore une fois de notre positionnement peut-être social, sans le vouloir en fait, de manière, en tout cas à corriger, c'est peut-être de prendre du recul et d'arriver en tant que communauté aussi, à se dire ouais c'est vrai qu'en fait y a des sujets qui reviennent plus que d'autres, et c'est important des sujets et des domaines scientifiques aussi qui reviennent plus que d'autres. Mais ça, comment on corrige Du coup, si le défaut c'est le fait qu'on soit trop homogène sur certains sujets et abstrait, comment on corrige ? Après on peut se documenter sur d'autres sujets, potentiellement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui font des sujets s'intéressent à autre chose. Il faut qu'on les force à faire autre chose. Non, pas forcément forcer, mais c'est juste que prendre conscience de ces choses-là et faire et accueillir. Je donne un exemple. Par exemple, tout ce qui est en sociologie, ça fait longtemps qu'en fait ils produisent des contenus qui sont critiques, au sens de on critique le paradigme, le statu quo. Ils n'ont pas attendu la zététique pour faire ces contenus-là. Donc je pense que ça a toute sa place dans ce qu'on fait. Et quand on en parle, évidemment, après on a son sujet de prédilection. On ne va pas obliger les gens à faire des sujets qu'ils n'aiment pas. Mais c'est intéressant. Encore une fois, c'est au niveau de la communauté en elle-même, de dire comment est-ce qu'on accueille, pourquoi en fait il n'y a pas de sociologue sceptique, entre guillemets. Il y en a bien sûr, mais ce que je veux dire, pourquoi est-ce que du coup ces gens-là ils pourraient appartenir à ces mêmes valeurs, à cette même communauté? Pourquoi ils n'en font pas partie? C'est plutôt ça la question à se poser, je pense. Le principal défaut de la communauté sceptique, ce serait peut-être d'imaginer qu'il soit possible de régler par des faits scientifiques et d'attester la véracité d'une position qui est d'ordre moral. Par exemple, est-ce qu'il est possible de demander à la science de trancher définitivement s'il est souhaitable de suivre tel ou tel objectif moral ou politique. Et la communauté sceptique, qui est très attachée à la méthodologie scientifique et aux faits, tant que c'est pour trancher sur la vérité d'une affirmation d'ordre épistémique, bien sûr que les faits priment, et ça je suis tout à fait d'accord à le défendre. Le principal problème de ce mode de pensée, c'est qu'on en finit, dans l'élan par enthousiasme, par imaginer qu'il soit possible de trancher définitivement par des faits, par des études scientifiques, s'il est bon de suivre tel ou tel objectif politique ou telle vision de la société. Je pense que la science n'aura pas grand mot à dire sur le choix de l'objectif à poursuivre. Par contre, elle vient ensuite, une fois qu'on a défini l'objectif à poursuivre, la science va pouvoir nous dire quel est le moyen le plus efficace à mettre en place pour atteindre l'objectif. Mais le choix de l'objectif, lui, est indépendant de tous les trucs
discute ici, c'est-à-dire l'esprit critique, le scepticisme, la zététique, ne pourra pas nous aider pour choisir les objectifs. Le plus grand défi de cette communauté, c'est justement de ne pas se considérer comme une communauté et de développer son argumentation en fonction de ce qu'elle croit juste. Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'ai du mal à répondre à une question finalement dans la mesure où je ne me reconnais pas dans une communauté. Oui, mais, il y a quand même des gens qui sont des acteurs et la communauté sceptique, on pourrait dire au minimum, c'est des gens qui sont présents aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on voit du paysage, est-ce que tu dis il y a quand même des trucs qu'il faudrait qu'on fasse mieux, qu'on arrête de faire? Ah oui, mais ça je l'appliquerais déjà à moi-même et à la FIS, parce que les autres finalement, je ne suis pas comptable, hein, dans la mesure où j'ai du mal à me reconnaître. Le plus gros défaut de la FIS. Voilà, alors le plus gros défaut de la FIS, je ne dirais pas un défaut, c'est un défi, c'est finalement de s'adresser de la manière la plus simple possible au maximum de personnes. Donc moi je suis rédacteur en chef de la revue Sciences et Pseudosciences, je dis régulièrement on s'adresse à tout public, et les gens des fois ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas tout public, là franchement, et ça j'ai du mal avec nous-mêmes, avec nos auteurs, et ça c'est le plus grand défi, s'exprimer dans un langage très simple qui permette d'atteindre tout le monde. Se rendre accessible. Ouais. Il y a des gens qui le font très bien, la tronche en biais ou un truc comme ça, mais non, il faut couper. En fait, non, même nous, on n'a pas un vocabulaire qui est si facile que ça, en fait. Donc, non, mais, enfin, j'ai conscience de ça aussi. Hein. Oui, il y a une communauté sceptique, sans aucun doute. Ben oui, absolument, on la sent très bien sur le web, entre autres, etc. Je pense qu'un des plus grands défauts, puis je peux parler un peu de ce qui se passe au Québec, puis je ne sais pas si ça va résonner un peu ici en France, mais nous, en fait, la communauté sceptique, je pense que c'est beaucoup... elle a été très bonne pour rejoindre une certaine base de personnes intéressées par ça, mais ça a été très difficile pour cette communauté-là ensuite d'aller vraiment discuter ou élargir leur message au grand public. Et ça, s'il y a un plus grand défaut, à mon avis, c'est ça, c'est que je trouve que dans la communauté sceptique, souvent, on a de la difficulté à sortir de notre petit cercle de scepticisme puis de zététique. On aime ça se rencontrer entre nous puis discuter des choses qui nous font triper, mais ultimement, ça n'a pas tant d'impact si ça ne va pas résonner chez un public beaucoup plus large. Et ça, c'est pas si évident à faire que ça. Non, je pense pas qu'il y ait une communauté sceptique. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des points communs. Et ces personnes ont des points communs autour de la zététique, autour du scepticisme, autour du rationalisme, autour de l'éducation à l'esprit critique. Et donc chacun, évidemment, peut avoir différents points d'ancrage, mais du coup, pour moi, ça ne forme pas une communauté, ça forme des gens qui, donc tu as le vulgarisateur ou les vulgarisatrices, tu as plutôt le monde de la recherche aussi, mais parfois les deux sont imbriqués. Donc voilà, c'est des choses qui sont imbriquées et j'aurais du mal en fait à les appeler d'une certaine manière, parce que forcément du coup, tu as des gens dedans qui ne pensent pas exactement comme toi, avec lesquels tu n'es pas forcément d'accord. Est-ce que c'est un même groupe ? Pour certains oui, pour d'autres non. Oui, je pense qu'on peut parler de communauté sceptique à partir du moment où on a un certain nombre de vulgarisateurs à essayer de suivre ces préceptes de manière large. Je pense, ça rejoint ce que je dis précédemment en fait, ce qu'il faut c'est que l'esprit critique soit plus accessible, parce qu'on passe souvent pour des arrogants, des pédants, en fait on passe souvent pour des gens qui se la pètent parce qu'on utilise des termes compliqués, etc. Et c'est ça, je pense, le plus compliqué, c'est de réussir à se mettre au niveau de chacun et de chacune pour pouvoir être accessible en fait à ceux qui sont le plus éloignés de l'esprit critique. Parce que nous c'est facile, on a tous un cursus plus ou moins un cursus universitaire, on est quasiment tous dans des domaines scientifiques au sens large, et en fait des personnes qui sont plus littéraires ou des personnes qui sont plus éloignées de l'université ou du cadre scolaire, c'est des personnes qu'on n'atteint pas du tout avec nos contenus, et je pense que c'est ça le principal défi, c'est de réussir à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir aux autres milieux qui sont pas les nôtres, pour réussir à toucher le public chez qui ça va être utile, quoi. Ce dont j'ai pris conscience ces dernières années, c'est que en fait je ne connais rien à l'esprit critique. Il y a des chercheurs qui travaillent dans ce domaine, qui ont des tas de compétences, qui connaissent la littérature sur le sujet, des expériences et tout ça. Moi, je ne les connais pas. Donc, j'ai conscience du fait de bricoler par rapport à d'autres personnes. Et de ce fait, je ne sais pas si je me rends compte, je peux me rendre compte vraiment des grands enjeux de l'esprit critique, pour cette raison-là. À côté de ça, comme tout le monde, le grand défi, c'est d'arriver à devenir une valeur positive
et intéressante pour la population. Parce que pour l'instant, l'esprit critique, ça reste quand même pas assez répandu. Et puis moi, juste pour le plaisir, je veux dire que pour moi, un des grands défis de l'esprit critique, c'est de mettre des coups de pied à l'astrologie et puis de faire en sorte qu'elle, sinon qu'elle disparaisse, en tout cas qu'elle disparaisse des écrans, entre guillemets, qu'elle redevienne marginale, qu'elle retombe dans la marginalité. Et je pense que c'est un défi aussi, je rebondis encore sur ma conf d'hier, parce que je pense que l'un des points faibles de la communauté sceptique, c'est de ne pas être un mouvement. Et quand je dis ça, je veux dire que je ne sens pas la cohésion qu'on sent dans un mouvement, qu'on sent par exemple dans une assoce, ou quand on a vraiment l'impression de se battre pour une cause. Par contre, je l'ai vraiment ressenti dans la période 2015-2018. Je dis 2018, peut-être 2019, 2020, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je ressens presque plus, notamment parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Il y en a beaucoup qui ont disparu, et puis il y en a qui ont vraiment pris de la place. Et l'image que j'ai aujourd'hui du mouvement sceptique, c'est des personnes qui ont réussi, et à côté, plein de monde qui gravite un petit peu autour, et pas cette cohésion. Par exemple, moi je continue de ne pas comprendre pourquoi, quand on a eu tellement de critiques lancées à la zététique, qu'on ne soit pas, entre guillemets, tous réunis pour produire une réponse commune, ce qui aurait été juste logique, et qui aurait permis en plus de donner plein de points de vue différents, ça aurait été super intéressant. C'est dingue qu'on n'ait pas pu faire ça. C'est très révélateur. Et donc, toujours pour prêcher pour ma paroisse, je pense que c'est aussi pour ça que l'astrologie est assez tranquille en ce moment. Parce que, c'est vrai que j'embête beaucoup Thomas, il y a un moment je ne l'ai pas fait d'ailleurs, pour qu'il partage ce que je fais, mais si je le fais pas avec tous les sceptiques, ils ne partagent pas. Parce que c'est bon, l'astrologie, on en a assez entendu parler, moi je le comprends, que les gens en aient un peu marre, moi c'est mon truc, mais je pense qu'il ne faut pas partager mon travail parce qu'il est bien, parce qu'il plaît, parce qu'on s'est éclaté en regardant une vidéo, mais aussi parce que il faut que les astrologues aient un contre-discours régulièrement. Et donc, ça pour moi, c'est un défi aussi. Je pense que le défaut de la communauté sceptique, c'est peut-être le fait de rester un petit peu trop entre soi et d'avoir du mal à les communiquer un petit peu en dehors, à s'adresser à des personnes, justement, comme je disais tout à l'heure, qui ne s'y intéressent pas forcément. Je pense aussi un des défauts, c'est que des fois on peut tomber dans les stéréotypes qu'on nous afflige, et donc pour le coup, faire extrêmement attention à ça. Je pense que ce qui est embêtant en ce moment, c'est de voir les dissensions entre personnes qui, de façon, pour le coup, pas toujours rationnelle, critiquent la façon de faire des autres, alors qu'au contraire, moi je pense, en tant que plutôt extérieure à la communauté, en tout cas je me vis comme ça, je pense qu'au contraire, le fait qu'il y ait beaucoup de personnalités différentes et de façons différentes de faire est un bon point pour toucher un maximum de personnes. Je suis d'accord avec ça. Son incapacité à accepter certains débats en son sein et à vouer aux gémonies certains de ses membres. Je trouve que la communauté sceptique est diverse, riche politiquement, au niveau dans plein de domaines. Et son principal défaut, c'est qu'en fait, elle s'entre-déchire. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, chacun a sa personnalité, son vécu, et en fait, je vois pas pourquoi tout le monde devrait être pareil. Donc voilà, pour moi, il faudrait assumer son identité propre de sceptique, de gauche, de droite, ou de sciences humaines, sciences du réel, de la nature et tout. C'est pas un problème pour moi, et voilà, et arriver à discuter ensemble quand même. Je dirais qu'il y a un manque de tolérance envers les opinions divergentes. Je pense que la communauté sceptique s'est assez élargie pour que ce soit impossible de réconcilier tout le monde, et que il faut accepter que tout le monde n'a pas exactement les mêmes idées, les mêmes points de vue, et que pour autant on peut travailler ensemble et faire progresser l'esprit critique dans le monde. C'est une bonne réponse. Eh bien, je pense essayer d'être tout simplement plus indulgent envers les personnes qui ne croient pas les choses qu'on croit nous-mêmes, qui ne sont pas arrivées aux mêmes conclusions que celles auxquelles on a pu le faire, puisque en fait on est tous passés par là, et je pense qu'on oublie au fur et à mesure qu'on a été dans cette position-là. Et tu parles de l'indulgence pour les gens en dehors de la commune ? Oui. Ou dedans ? Les deux en fait, parce que je pense que c'est toujours facile de critiquer les personnes. Enfin, on dit
de façon générale, c'est l'art est difficile et la critique facile. Oui. Et pourtant, on parle d'esprit critique. Oui, et pourtant. J'ai du mal à répondre parce que mon côté fondamentalement optimiste fait que je vois plutôt les qualités. Donc je vois plutôt la diversité comme une qualité, parce que plus une cause est diversement défendue, mieux elle est défendue. Avec comme inconvénient que de temps en temps, comme dans tout milieu, il y a des gens qui ont tendance à se tirer dans les pattes au lieu de s'unir pour lutter contre les fake news, contre tous les bullshit qui fleurissent, hélas, un petit peu trop actuellement. Alors le truc le plus surprenant auquel j'ai cru, je pense qu'on pourrait dire que c'est les chemtrails. La théorie du complot des chemtrails qui dit que voilà, les traînées de condensation dans le ciel faites par les avions, en fait ce serait plutôt des traînées de produits chimiques répandus volontairement par les États pour un espèce de sombre complot secret visant à résoudre la crise climatique sans nous le dire. C'était quoi le but? De résoudre la crise climatique mais sans nous le dire, en fait. Mais comment on résout la crise climatique avec des chemtrails qui sont... C'est parce qu'en fait l'idée de base, du coup, il y a plusieurs idées de base. Soit c'est pour faire un génocide, etc. de la population. Moi ma position à l'époque c'était plutôt de voilà, c'était plutôt de dire qu'en fait ces épandages de produits chimiques c'était pour faire un espèce de réfraction de la lumière du soleil et en fait de permettre à ce que la planète se réchauffe moins et donc en fait de retarder l'échéance climatique et en fait ça serait les gouvernements du monde entier qui se seraient entendus entre eux pour retarder cette échéance climatique mais sans nous le dire du coup. C'est bizarre, parce que c'est un complot gentil. C'est un complot gentil, et c'est très étonnant, mais ça existe. J'étais pas sûr d'avoir compris. Merci beaucoup, Sylvain. Oui, mais parce qu'en fait, il le cache au peuple, parce que derrière, ça le met en mauvaise santé quand même. Ah, d'accord. On vous empoisonne, mais c'est pour votre bien. C'est ça, et pour pouvoir continuer à faire du profit. Bien sûr, merci beaucoup. Le truc le plus con auquel j'ai cru, c'est peut-être à un moment, j'ai été prêt vraiment de croire à fond dans certaines théories du 11 septembre, certaines théories complotistes sur le 11 septembre. Je pense que c'est le truc le plus proche auquel j'ai pu adhérer. En fait, c'était dans ces moments-là où j'étais un peu fan d'hypnose, de ce genre de trucs, de psychanalyse aussi. J'aimais beaucoup les tests freudiennes, etc. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée en médecine, ce côté un peu neuropsychiatrie, ça m'intéressait, jusqu'au jour où je me suis progressivement en fait rendu compte que c'était de la merde à partir de la 2e et 3e année. Heureusement, la déconstruction s'est fait lentement pour moi parce que je me suis rendu compte toute seule que quand même c'était pas très cohérent. Donc j'ai pas eu de grosses dissonances cognitives à gérer, mais effectivement quand je regarde dans le rétroviseur et que je me dis qu'en 2e année de médecine aussi sur le projet d'anglais j'ai fait un truc sur le traitement de l'arrêt du tabac par les médecines douces, en y croyant vraiment, en étant persuadée que je prêchais la bonne parole auprès de mes co-internes, enfin de mes futurs co-internes, je me dis qu'on a bien avancé. Je me croirais presque à un entretien d'embauche où on me dit c'est quoi vos principaux défauts, il faut trouver le défaut qui est en fait une qualité. La question elle est difficile. Je peux donner des tas de choses, je ne vais pas dire des croyances, des engagements, on a tous des croyances quelque part, mais des engagements que j'ai eus étant plus jeune que je n'ai plus de la même manière, on était beaucoup plus tranché, beaucoup plus radical, que ça soit sur le plan politique. J'ai eu, je dirais, un engagement politique, syndical, j'ai fait plein de choses, donc je l'aurais probablement, je ne renie pas les idées, mais je le mènerais de manière plus soft, on va dire. Et c'est vrai aussi, je veux dire, j'ai très tôt tombé dans la marmite du rationalisme, probablement que j'étais beaucoup plus sectaire étant plus jeune, beaucoup plus carré dans les arguments, et que maintenant je pense que je suis autant déterminé sur le fond, mais voilà, les autres ont aussi une rationalité à croire à des idées fausses, peut-être que moi aussi également, et donc je ne confonds pas rationalité et vérité, et peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que les deux étaient synonymes. Et vous, quel est votre avis sur la question? Quel principal défaut la communauté sceptique doit-elle corriger? Répondez-y en commentaire, répondez-y en partageant cette vidéo autour de vous. C'est important d'échanger. Et puis, pensez à regarder les autres vidéos où le panel des gens rencontrés à Toulouse répond sur leur point de vue concernant le scepticisme, sa pratique et son avenir.